Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ou vous, oui, vous les simples curieux de passage devant votre petit écran, soyez les bienvenus dans votre émission Au Gros Plan, votre rendez-vous du 7e art, où il s'agit de format, de genre, de métier et toute autre question relative au cinéma. Alors, pour ce nouveau numéro, nous allons parler d'un sujet d'une importance capitale, le rôle du cinéma dans la lutte et la résistance palestinienne. Le cinéma, à travers ses images puissantes et ses récits concernant cette tragédie humaine, se déroule à ciel ouvert. Ce cinéma-là est devenu un outil essentiel afin de sensibiliser le monde à la cause palestinienne. Alors, pour en discuter, nous avons l'honneur d'accueillir un journaliste et animateur respecté. Je dirais bien respecté, connu par sa perspicacité et son engagement envers les questions de justice et de liberté, un personnage emblématique de notre paysage audiovisuel, télé et radio. Ensemble, nous allons explorer le cinéma, aborder la question palestinienne. Alors, restez avec nous pour, je l'espère, une discussion enrichissante et éclairante avec monsieur, je dis bien monsieur, Youssef Zaya. Monsieur Youssef, bonjour et bienvenue à vous et merci d'avoir accepté cette invitation. Écoutez Nabil, j'en suis très heureux. Merci mille fois à Gros Plan, à vous-même bien sûr, à toute l'équipe pour cette invitation. Ça me fait excessivement plaisir, bien que nous allions parler, je pense malheureusement, d'un sujet excessivement douloureux. Pour ne pas dire catastrophique aujourd'hui. Une tragédie humaine qui se joue actuellement. Qui se joue encore malheureusement, ouais, 3 mois après je dirais pendant les débuts des événements. Pendant 75 ans, avec bien sûr ces conflits, ces temps forts, je dirais, mais est-ce qu'il y a eu des temps faibles? Est-ce qu'on peut parler de temps faibles? Non, je ne pense pas. Non, on ne peut pas parler de temps faibles. Non, parce que malheureusement, je veux dire que beaucoup de médias, et notamment bien évidemment les médias occidentaux, n'ont pas voulu couvrir comme aujourd'hui le disent nos frères palestiniens. J'ai l'impression que les médias choisissent leur séquence, leur séquence et leur ton. À travers, je veux dire, pendant 75 ans, c'était le cas. On se demande s'ils ne veulent pas faire le buzz, quelquefois. C'est le cas. Alors, là, on va parler de fiction, on va parler de long métrage, abordant la question palestinienne, la cause, à travers la résistance, voilà. On parle souvent, peut-être que vous allez me corriger, on parle souvent que le premier long métrage de fiction sur la cause inspiré du roman de Gassem Kanafani, a été réalisé par l'Irakien Qassem Hawel, Retour à Haïfa, tourné en 82. Même s'il a été tourné avant, mais projeté en 82. Je parle de long métrage de fiction, même si la première incursion cinématographique date de 1948, s'agissant du film Le rêve d'une nuit. Bon, avant de poursuivre et de répondre à la question, de poursuivre l'interview, j'invite nos chers téléspectateurs à suivre cette bande-annonce. جيت أشوف بيتي اللي أنت ساكن فيه. استنيت 20 سنة عشان أرجع له. وإذا ما طول روحك علي. أنا فلسطيني زيك ويفاوي كمان. أنا عارفك. أنت من اللبني. فارس اللبني. مظبوط؟ يا أهلين وسهلين. يا ريحة الحبايب والله. لا ما تركناهاش. ولادي بدر وسعد. بدر؟ بدر. سميناه عصم الشهيد بدر أخوك. أنا من يافا، من سكان حي المنشية. وقت الحرب انهدم بيتنا. الموت ولا الرحيل، هيك قلت لنفسي. وبالأخير سكنت بيتكم. فهمت. بس يعني أنا قصدي أقول إذا ما فيش مانع ممكن انك تعطيني صورة بدر اخوي.
لو سمحت دور ورجع ليافا. نسيت إشي؟ لا ما نسيت إشي، بس دور ورجع لو سمحت. Un petit court, un petit extrait de ce film-là qui. Mais on a dit, bon, ça c'est le premier long métrage de fiction, on dit en 82. Mais il y a eu des films avant, mais c'est des documentaires, parce qu'il y a plusieurs étapes qui ont constitué, je dirais, la narration, je dirais, pas audiovisuelle, cinématographique de la résistance européenne, les discours montrés et tout, les cours. Alors il faut savoir deux choses là, si vous me permettez, Nabil. C'est soit on parle de films qui traitent de la question palestinienne. Alors là, évidemment, il n'y a pas seulement les pays arabes qui ont fait des films, même des films de propagande pro-sionistes, sur la question palestinienne, comme Exodus par exemple, etc. Et tout ça. Bon. Ou même et tout ça. Raid sur Entebbe. Raid sur Entebbe, on présente. C'était l'horreur totale. Alors, où on parle de films qui ont été soit coproduits, soit co-réalisés, parce qu'au départ ça a été très compliqué, parce que c'est un problème financier, un problème de lieu de tournage, etc., par des Palestiniens. Ça, c'est un peu différent. Tourné par des Palestiniens, tourné par des Palestiniens habitant Israël, tourné par des Palestiniens réfugiés palestiniens, tourné par des Palestiniens, je dirais la nomenclature qui se trouve à l'étranger, d'ailleurs on en va parler, bien sûr, il y a plusieurs. Voilà. Alors, il y a et réalisateurs arabes aussi, qui n'y en a pas beaucoup. Bon, on va laisser, si vous voulez bien, de côté, parce que sinon ça serait beaucoup trop long et l'émission ne durerait plus de 5 heures. Sinon, c'est vrai. On va laisser de côté le documentaire, je n'en dirai qu'un seul mot. Non, c'est pour ça que j'ai choisi, moi, les longs métrages. J'ai dit, documentaire, il y en a eu avant et tout ça. En 1938, voilà. Absolument. Il y a eu même, ce qui est terrible, c'est des petites anecdotes, c'est-à-dire que ceux qui ont en quelque sorte instauré un petit peu l'industrie égyptienne, ce sont les frères, je dirais Lama, c'est des frères palestiniens, mais qui n'ont jamais fait de film sur la Palestine. Non. Voilà. Ben non, parce qu'à l'époque, évidemment, d'abord, la situation n'était pas du tout la même. Et puis, pour vraiment faire des films documentaires sur la lutte du peuple palestinien, ça a été institué par Allah yarhamou Yasser Arafat. Et donc, il y a eu beaucoup de documentaires, beaucoup se sont perdus, etc. Un petit peu comme pour nous, pendant notre lutte de libération nationale, où les premiers films, si vous voulez, ont été des films... c'était des films qui sont nés au maquis, en quelque sorte, qui sont nés au maquis, nos films et tout ça, qui sont nés au maquis. Même d'autres films ont été perdus pendant l'invasion au Liban aussi, parce qu'il faut dire que des films palestiniens se tournaient aussi dans le monde arabe, à l'extérieur, au Liban beaucoup. Après, avec l'invasion, il y a eu... Impossible dans l'État sioniste. Exactement. Pas d'autorisation. Et selon vous, est-ce qu'il y a, je parle de la lutte, qui a été traité un peu tardivement, par exemple, ce film-là, de Retour à Haïfa, c'était en 82. Oui. Voilà. Alors qu'il y a d'autres films, moi j'ai vu, il y a eu d'autres films traités, des films traités sur la sous-jacent un petit peu, voilà, les dupes. Il y a eu certains films qui ont été traités dans les années 70. Mais vous savez, bon, je vais être très direct avec vous, si vous me permettez, Nabil. Bien sûr, on est là pour ça. D'abord, bon, il n'y avait pas beaucoup d'acteurs. Je vous raconterai peut-être une anecdote sur Nahla, d'acteurs arabes qui consentaient à faire des films qui auraient pu être des fictions ou des demi-fictions, je dirais, puisque quand même, comme Retour sur Haïfa, c'est un film de demi-fiction, parce qu'on parle de la guerre. De la guerre, exactement. Donc, c'est pas total, c'est pas un film sur l'amour ou sur la vie au quotidien dans un camp palestinien. Ça, on a vu après sur certains films qui ont été tournés. Bon, c'était un peu réticent, parce que ça les marquait, ça les marquait quand même. C'est-à-dire, bon, on tourne dans un film où il ne va pas beaucoup s'internationaliser. Oui. Bon, n'oublions pas qu'il y a une certaine forme de censure pour l'exploitation de ces films à l'extérieur, à l'international. Nous sommes dans ce... Voilà. Écoutez, pour rappel, juste... Combien il y a eu de films de pays du Moyen-Orient ou de pays arabes ou de pays Maghreb ou Moyen-Orient, alors certainement pas sur la cause palestinienne, qui ont eu la Palme d'Or au Festival de Cannes ou dans d'autres festivals. Des films choisis, édicolorés, voilà. Moi, je me souviens d'une année où c'était la grande actrice américaine Vanessa Grave qui était une très forte militante pour la cause palestinienne, qui était membre du jury du Festival de Cannes. Il y avait un très beau film, j'ai plus la mémoire du film, c'était un film
arabe, hein, mais qui parlait effectivement de la question palestinienne, etc. Bon, elle a été complètement mise de côté, elle a fait même une déclaration un peu... Justement, vous me tendez la perche. Est-ce qu'il y a un désamour du cinéma concernant la cause palestinienne? Pardon? Est-ce qu'il y a un désamour du cinéma concernant la cause palestinienne, notamment de ce point de vue, le point de vue des Occidentaux? C'est pas un désamour, c'est question qu'on ne veut pas traiter, hein, ou de loin. En tout cas, de loin. Ou alors, de façon, je dirais, presque comme dans L'étranger de Camus, vous savez. C'est-à-dire, l'arabe est inexistant. Quoi. Bon, oui, c'est-à-dire qu'il est... Il y a eu d'ailleurs une étude qui a été faite sur les Arabes vus par le cinéma, où il y avait toujours les mêmes rôles, voilà. Le rôle du terroriste, du méchant. Ça a commencé avec le chèque de Valentino. Voilà. Exactement. Ouais, il n'y a pas par étapes. Même, ils ont c'était traité... le veule, le voleur, voilà. le menteur, voilà. Même il y a eu une chanson, c'était même dans le film de Disney, d'Aladin, à travers une chanson. Voilà, il y a plein. On y reviendra d'ailleurs, comment c'est perçu. Bien sûr. Là encore, il y a le cinéma palestinien. Alors, déjà l'arabe, pas très bien vu dans un film occidental, si ce n'est qu'il est le méchant, quoi. En gros, hein, c'est pas le héros. Hein. Et puis alors, si en plus vous rajoutez la question palestinienne par-dessus, alors là, excusez-moi. Là, c'est trop. Bon, voilà. Disons-le franchement quand même. C'est dans les années 80. Les producteurs, Madame Golan, Globus, je ne me rappelle pas du nom, où c'était toujours les Palestiniens vus. C'était dans Delta Force avec Turquie. Oui, mais alors là, c'était les belles années excusez-moi, du lobbyisme sioniste à fond la caisse dans le cinéma américain. Non, c'était cette époque-là où le Palestinien était soit terroriste, soit palestinien. Voilà. C'était la fameuse, je dirais, réplique, ça me faisait penser les débuts des films western avec John Wayne, autour le sujet, je dirais la thématique. Un bon Indien, c'est un Indien mort. Exactement. Un bon Palestinien, c'est un Palestinien mort, je dirais, à travers les films, le récit. Ce qui est une phrase, un bon Indien est un Indien mort, vous savez, c'est une phrase historique, réelle. Oui, hein. oui. Hein, c'était, comment il s'appelle, le général américain, Custer. Custer. Et ça a été repris, je me parle un petit peu, je ne sais pas si c'est John Wayne, bref. Mais c'était Custer, exactement. Alors, le cinéma palestinien, selon vous, est-il inscrit dans un cadre spécifique, celui de la mémoire collective uniquement, la Nakba et le droit au retour? Bien sûr, avant de répondre, j'invite nos chers téléspectateurs à suivre la bande-annonce de ce film d'animation Wardi, un petit... Ah, c'est magnifique, Wardi. C'est un dessin animé sublime. Grand-papy Sidi! Wardi, aujourd'hui, c'est le 15 mai. Le jour de la catastrophe, la Nakba. Ces graines, c'est pratiquement tout ce que nous avons pris en partant de chez nous. Au village de Sidi, en Palestine. Pourquoi on n'y est jamais retourné? Ça, c'est le passé. Ils l'ont effacé. Un jour, tu verras, tu comprendras. On est toujours enfermé ici. La seule chose qui est changée, c'est les tours. Elles grimpent toujours plus haut. Tiens, un peu de magie. Prends-en soin, je te la confie. Sidi m'a donné sa clé. Je crois qu'il a perdu l'espoir. Tout le monde s'en fiche de l'espoir. Pas moi! Et Sidi non plus! Alors, il faut que tu le retrouves et que tu lui ramènes. Mais comment? Je sens toujours le parfum des fleurs. J'entends. Magnifique, une fable. Alors, Wardi, c'est magnifique parce que le réalisateur a réussi à mélanger deux choses, c'est-à-dire ce qu'on appellerait le dessin animé, puisqu'il y a des parties qui sont en dessin animé, et l'autre partie, vous savez que ce qu'on peut voir des personnages, etc., sont fabriqués en pâte à modeler. Oui. Alors, il a mélangé les deux, alors que généralement, non. Hein, quand vous avez des films dits d'animation, c'est avec de la pâte à modeler, c'est complètement... Et puis un dessin animé, c'est le dessin animé. Là, c'était pour rendre encore plus vivant, je parle. Oui, voilà. tout à fait. Ouais. Et puis peut-être que sur le plan technique, il ne pouvait pas totalement... Parce qu'il y a un problème, vous le savez très bien, Nabil, dans un film, il y a un problème financier. C'est exactement. Très important. On y revient, c'est toujours l'argent, le nerf de la guerre. Ben oui. Est-ce que selon vous, le cinéma palestinien, ou c'est un devoir, il s'inscrit dans un cadre spécifique, celui de la mémoire collective uniquement? Non, je ne pense pas. Pas seulement. Non. Il y a eu des tentatives de très beaux films
palestiniens, c'est-à-dire quand je dis bien palestiniens, non pas arabes, sur la Palestine, qui ont parlé de sujets totalement différents que sur ce qu'on appellerait la mémoire collective, mais plutôt sur, je dirais presque, la mémoire individuelle. Il y a eu plein de films, notamment le fameux film sur le salon de coiffure à Gaza, il y a eu Los Galilée, bon, c'est autre chose. Bon, voilà. Il y a quand même un contexte de guerre, hein, dans le dégradé. Voilà. Mais non, il y a eu des films qui ont été faits. Oui, il y a eu une liste de films palestiniens. Qui ça intéresse? Alors déjà, bon, si vous avez même je dirais, à travers le monde, hein, des spectatrices ou des spectateurs qui seraient, disons, qui auraient de l'empathie pour la cause palestinienne, bon, la première chose, c'est qu'ils iraient au cinéma pour voir un film, justement, sur la mémoire collective et la question palestinienne. Voilà, ouais. Si vous lui dites, bon, tiens, il y a un très beau film palestinien, mais ça se passe parce que c'est un problème de mariage forcé d'une petite palestinienne avec un vieillard, etc., on va vous dire, oui, bon, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Bon, moi, je connais peu ou pratiquement pas de films sur la vie quotidienne dans les camps palestiniens comme Sabra, Shatila, Borj Brajne ou Tal Azahtar. Je veux dire sur le quotidien, c'est-à-dire bon, le gars qui va faire ses courses, etc., des problèmes entre voisins, etc. Bon, mais les producteurs vont vous dire, mais qui ça intéresse? Et puis d'ailleurs, non seulement qui ça intéresse, mais un film égyptien ou syrien ou irakien ferait exactement la même chose. Parce que pour nous, les Arabes, vous vivez tous de la même façon. C'est-à-dire comme si un Italien vivait de la même façon qu'un Espagnol. Par contre, il y a quelque chose qui nous intéresse vraiment. C'est extraordinaire quand même. Non, c'est avallant. C'est-à-dire que moi qui ai visité pratiquement tout le Moyen-Orient et qui ai vécu au Liban, justement, parlons de vivre au Liban, et ça nous ramène, merci de m'avoir tendu la perche, parce qu'on ne peut pas parler de Youssouf Saïa, de vous, journaliste, animateur, sans parler vos incursions en tant qu'acteur, notamment dans un film, je dirais, d'une œuvre, c'est-à-dire une œuvre, pas seulement un film. Je le dis, c'est pas parce que vous êtes en face de moi, vous pouvez poser la question à de nombreux professionnels. Il fallait le dire surtout à Allah yarhamou Farouk Beloufa. Et là, je parle du film Nahla, de cette œuvre Nahla, réalisée en 1978 par Farouk Beloufa. Le cinéma algérien s'inscrit dans une nouvelle approche à cette époque-là, c'est-à-dire cette période. Il est à ce jour le seul long-métrage, je dis bien long-métrage, film, tourné dans le monde arabe par un cinéaste algérien, au moment où le Liban s'enlisait dans une guerre civile qui dura 15 années, de 75 à 90. Alors, avant d'aborder, je propose à nos chers téléspectateurs de voir un extrait de ce film, Nahla. Ah, ça, je ne veux pas voir. Ah, ouais, d'accord. Des images que vous ne vouliez pas voir, j'insiste. Enfin, ça vous rappelle, bon, je comprends. Alors, j'ai choisi ce texte, c'est-à-dire une petite phrase, c'est le chant du cygne, en l'occurrence ce récital d'adieu à un Beyrouth d'avant. Ouais. Est-ce la métaphore exacte, du moins la plus proche? Oui, c'est ça. C'est la fin d'un monde qui s'écroule. D'ailleurs, le sous-titre du film qui avait été donné par Falour, c'était Nahla, ou la ville qui sombre. Donc c'était ça le deuxième titre du film, la ville qui sombre.
Bon, le film a été tourné en 78, la guerre avait commencé déjà en 75. Donc, bon, malheureusement, elle continuait. C'est vrai que c'est le seul film arabe qui a été tourné, même un des rares films dans le monde, qui est tourné sur une guerre civile, ou pendant guerre, pendant la guerre elle-même. Justement, cette rencontre avec les événements qu'a traversé le Liban à l'époque, comment a-t-elle été vécue, je dirais, par vous, non seulement en tant qu'acteur, mais en tant que personne? Alors, il faut dire que, vous savez, en 78, on n'était pas nombreux, on était 6 de l'équipe algérienne, pas plus. Hein. On n'était pas, oui. Tous les autres, les acteurs étaient tous libanais. Le gros de l'équipe technique, c'est-à-dire les techniciens, les éclairagistes, etc., et tout ça, c'était des Libanais. Hein. Donc, il y avait l'ingénieur du son, Kamal, il y avait le directeur photo, le directeur de prod, l'assistant réalisateur, et puis le régisseur, voilà, donc, et moi-même, et Valour, évidemment. Bon, 7 en tout, hein. Pas plus, hein. C'était ça l'équipe algérienne. Donc on a eu beaucoup de chance de pouvoir le faire parce qu'au départ, c'était niet, la situation était beaucoup trop dangereuse, donc on nous avait dit c'est impossible, puis il fallait du gros matériel à l'époque, bon, c'est comme maintenant. Hein. Donc on était avec le Spider et tout, c'est énorme. Bon. En matériel, plus le risque pour ceux qui y allaient. Cette approche-là, elle est due, ce que nous avons parlé souvent au off, c'est par rapport à certains crimes qui ont été commis en amont, c'est retracé de crimes. Donc, alors, pour Farouk, le déclenchement, très franchement, pour Nahla, c'était Tel Zafar. On n'arrêtait pas d'en parler. Parce que pour moi, c'était le plus grand massacre de camp palestinien. Ça a été une horreur totale. Vraiment. Jamais aucun camp palestinien n'a vu cette atrocité, si ce n'est malheureusement en ce moment à Gaza. Plus tard, il y a eu Sabra et Shatila. Alors, mais c'était moins dur parce que c'était la première fois qu'un camp palestinien était massacré de cette façon, où on tirait sur des enfants, des enfants hein, qui tentaient d'aller aller chercher de l'eau à la fontaine. Ben, les snipers tiraient directement, c'est-à-dire sont pratiquement de gaieté de cœur, hein, excusez-moi du terme. Bon, c'était le premier déclenchement. Le deuxième déclenchement, c'était, je dirais, beaucoup plus politique. Parce qu'il faut remettre Nahla dans son contexte. Dans son contexte et l'époque. Son contexte politique. Il ne faut pas oublier une chose, ça je le redirai chaque fois qu'on me le demande sur Nahla, pourquoi, etc. Et tout ça, c'est qu'il ne faut pas oublier que nous sommes en plein accord de Camp David entre Sadat et Begin. Bon. Comme disait un fameux journal satirique français à l'époque, Égypte, Israël, depuis quand ça date ce béguin? Voilà. Non, je veux dire, c'était complètement fou. On a vu les résultats. Donc il y avait 4 pays qui ont monté ce qu'on appelle le front du refus. Nous l'oublions pas, complètement oublié hein, cette histoire. Algérie, Libye, Irak, Syrie. Voilà les 4 pays qui ont formé ce qu'on appelle le front du refus, c'est-à-dire pas question de négocier avec l'État sioniste tant que la question palestinienne n'est pas réglée. 3 pays l'ont payé cher plus tard. Syrie, on voit ce qui s'est passé. Non, les 4. Alors justement, revenons-en. Ouais. Alors, 3 pays l'ont payé directement par la guerre, et non, il aurait été beaucoup plus difficile de faire carrément une guerre d'affrontement direct avec l'Algérie. On a choisi de nous fabriquer des monstres qui, pendant plus de 10 ans, ont mis pratiquement le pays à bas. Heureusement que non. Mais c'est bizarre quand même que les autres pays qui n'ont rien dit à l'époque n'ont jamais été touchés. L'entité sioniste et ses amis en ont voulu à ces 4 pays jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on le voit. Jusqu'à maintenant. Justement, c'est-à-dire, voilà. Alors,
pour revenir, c'est-à-dire à cette fiction, c'est-à-dire le cinéma, comment on traite la cause palestinienne. Alors selon vous, le récit de la situation à Gaza, déconstruit et instrumentalisé par certains groupes de médias d'opinion, parce que maintenant c'est plus des médias d'opinion, est-ce que ce récit, c'est-à-dire déconstruit, installe-t-il le cinéma palestinien dans une posture, une position peu favorable à élaborer une image nationale? Non, je crois que c'est le contraire. Je veux dire que plus c'est toujours la même histoire. Plus on vous pousse à la roue, c'est-à-dire plus on vous met on vous pose dans vos derniers retranchements, c'est l'imbécile qui pense ça. Excusez-moi du terme, je vais être très franc. C'est comme le colonialisme français. Plus nous poussez dans nos retranchements en disant bon, eh ben, on va faire l'escalade des pays exactions les plus terribles, hein, etc. Plus effectivement, vous allez créer une résistance de plus en plus féroce. Et puis, cette résistance, comme la nôtre, hein, pendant la lutte des libérations nationales, bien sûr qu'à un moment donné, sur le plan purement stratégique ou guerrier, bon, elle va avoir un affaissement, c'est logique, puisque l'autre, c'est la puissance militaire énorme. Mais ce qu'elle ne comprend pas, et ce qu'aujourd'hui l'entité sioniste ne comprend, mais alors, pas du tout, avec franchement, c'est le bonnet d'âne. C'est que, mais dans 10 ans, dans 15 ans, mais ça sera encore pire. C'est-à-dire que il va y avoir une fabrication de gens qui seront encore bien pire que ce qu'ils attendent aujourd'hui. C'est l'histoire de 1945 chez nous. Rappelez-vous, hein, le 8 mai 1945, le général français qui a fait les massacres de 1945, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, moi je vous donne la paix pour 10 ans. Pour 10 ans, parce que personne n'oubliera les massacres. Personne. Vous êtes en train de fabriquer le gosse qui a 10 ans aujourd'hui, vous allez le fabriquer 10 ans après, mais alors ça sera... Mais alors, pire que ce que vous allez pouvoir imaginer, vous. Est-ce que vous pensez que le cinéma palestinien, à l'heure actuelle, à ce jour, c'est-à-dire met en valeur, c'est-à-dire on exerce vraiment la question palestinienne. Il y a aussi un élément c'est-à-dire il y a un élément de conscience qui joue pour certains réalisateurs, du côté de certains réalisateurs. Notamment, il y a un film dont on en parlait, un film d'animation, La valse avec Bachir. Et avant que vous passiez l'extrait, 2 secondes, il s'appelle Ariel Folman, je crois. Folman, pardon, etc. Et tout ça, qui est un type qui a toujours lutté pour la paix et pour la reconnaissance du droit des Palestiniens, a fait une déclaration qui a été, mais alors, en Israël, qui a été considérée comme, mais alors, scandaleuse, plus que scandaleuse, on a failli le lyncher. Parce qu'un jour, il a fait dans une déclaration en présentant son film Danse avec Bachir, il a dit, bon, écoutez, moi aussi j'ai eu des grands-parents qui ont malheureusement, sont passés à la chambre à gaz, qui ont été exterminés, la Shoah. Mais arrêtez de faire de la Shoah constamment, vous nous la ramenez, vous nous la ramenez. Moi, je suis pas de ça y est, c'est fini. Pour moi, ça reste une mémoire terrible, mais je ne vais pas vivre toute ma vie et chaque fois que je vais parler... ce que nous avons nous-mêmes subi. Voilà, et que chaque fois que je vais parler de la question Israël-Palestine, je vais ramener sur le tapis la Shoah, la Shoah, la Shoah. Alors là, ça a fait un scandale en Israël, on dit comment... Alors justement, avant de poursuivre, j'invite nos chers téléspectateurs à suivre cet extrait. Très bien. Et toi, t'as jamais de flashback du Liban? Non, non, pas vraiment. Tu me reconnais, là? Tu te souviens de moi, à cette époque? Non. La seule solution, c'est de vérifier ce qui s'est vraiment passé et quel était ton rôle dans tout ça. Découvrir des choses sur moi qu'il vaut mieux pas que je sache. Soudain, la guerre m'est revenue en mémoire.
Justement, je prends comme exemple, on a pris cet exemple-là de la valse avec Bachir, Danse avec Bachir, fait par un Israélien. Enfin, voilà, oui. Qui... Alors que c'était une attaque des phalangistes d'extrême droite libanais. Voilà. Et qui carrément, je dirais, mais pour la paix, qui pour la paix, pour la cause palestinienne. On regardait ça à 200 mètres près. Hein. Ouais. C'est-à-dire que l'armée israélienne aurait pu intervenir pour dire arrêter le massacre. Là. Au contraire, on leur a ouvert toutes les portes. Toutes les portes, exactement ça. Et qui revient sur ça. Est-ce que nous ne sommes pas en train d'assister à ce jour? C'est-à-dire, on a parlé, je dirais, de regard à travers l'objectif. Je parle de cinéma, de film, de réalisation. À ce jour, avec ce qui se passe, notamment avec ce film d'animation et peut-être d'autres films, on a vu quelques incursions, encore une fois, j'aime bien utiliser ce terme, par des Européens, par le camp adverse, les Israéliens, par les Américains, de la même chose que ce qu'on a fait avec, je dirais, la guerre du Vietnam. Il y a eu ces films pro, où le Vietnam a été vu comme l'ennemi juillet. Après, il y a eu les films de... Je dirais de Kubrick, il y a eu Kubrick, il y a eu le prix d'Oliver Stone, il y a eu d'autres films, Platoon, d'Oliver Stone, de Kubrick et tout. C'est-à-dire cet examen de conscience qu'on a vu aussi avec les westerns, où l'Indien était présenté comme celui qui était contre, je dirais, l'occidentalisation, je dirais, le développement et tout. Et puis après, avec Danser les loups, après Little Big Man surtout, en 75. Soldat Bleu. Soldat Bleu, voilà, Soldat Bleu, où il y a cet examen de conscience. Oui, mais attendez là. Est-ce qu'on n'assiste pas à ça? Est-ce que ça ne va pas aider la cause palestinienne qu'il y a un autre regard, hormis le regard palestinien? Oui, c'est ça qui est important. Hein. Je veux dire, ce qui va être important là, c'est qu'il y a eu un total bouleversement de la situation au Moyen-Orient, où ce qui était soi-disant crédible ne l'est plus du tout. Alors selon vous, la production cinématographique, comment on est en train de la voir, peut-être ce revirement un petit peu, ce que l'on souhaite, va-t-il prendre en charge une nouvelle vision, j'ai dit? Mais regardez Nabil, déjà, je suis bien évidemment jour par jour hein, les événements, mais regardez le changement, y compris des médias lourds comme les télévisions, occidentales ont complètement changé de discours en l'espace de 2-3 mois sur la question de Razin. Moi, je me souviens qu'il y a les premiers jours, c'était dites-moi que le Hamas est un groupe terroriste. Dites-moi, etc. Bon, aujourd'hui, on dit non, on trouve que quand même il exagère, Netanyahou, il faudrait peut-être qu'il mette qu'il soit un peu, bon, peut-être des négociations, surtout quand il y a eu les 3 otages israéliens qui ont été tués par accident. Alors, ce n'était pas ça du tout, puisque un grand officier français, général à la retraite, l'a très bien expliqué, le général à la retraite Ansel, il a dit non, tout simplement, c'est parce que l'ordre a été donné à l'armée israélienne de tirer à vue. À vue. C'est tout. On appelle ça le tir libre. Même sur leur propre, je dirais, soldats. Oui, non, il ne faut pas chercher à comprendre. C'est ce qu'on appelle le tir à vue. Tir libre. C'est-à-dire, on voit quelqu'un, on ne veut pas savoir qui c'est, il faut dégager. Le cinéma va-t-il contribuer, je dirais, à dénoncer, nous allons entrer dans une nouvelle phase, c'est-à-dire dénoncer, c'est-à-dire va-t-il contribuer à dénoncer cette atrocité que subit, je dirais, le peuple palestinien, notamment Azawi? Alors, écoutez, moi, j'ai grand espoir, parce que j'ai toujours foi en l'humanité et en l'humanisme, mais j'ai grand espoir que ce ne soit pas spécifiquement dans les pays arabes, à qui on puisse donner la possibilité à des réalisateurs de pouvoir faire des films qui sont, je dirais, moitié fiction, moitié réalité, etc., sur ce massacre. Hein, qui perdure jusqu'à maintenant, etc. Et tout ça. Bon, il faudra laisser certainement un peu de temps. On va voir aussi comment on va réagir, parce que toute guerre a une fin. Bien heureusement, tout d'un coup, il y a la fin des hostilités, disons, au mois de janvier. Tu n'auras pas au mois de juillet ou août un film qui va sortir là-dessus. Oui, mais quand je dis prise de conscience collective. Parce que maintenant on ne parle pas seulement de Palestiniens, mais le monde aussi filmera autrement la cause palestinienne. Ah oui, c'est fini. L'histoire de... L'Exodus et voilà. Non, l'histoire des Palestiniens qui vivent sous la tente et qui attendent la boîte de lait de l'UNESCO, de je ne sais pas quoi, etc., et tout ça, qui était encore dans la tête de beaucoup de gens, c'est terminé tout ça. Ça c'est fini.
Merci encore une fois. Tant Mais pis. franchement, c'était très enrichissant, Merci. très enrichissant. On resterait des heures. Mais voilà, je ne me suis même pas rendu compte qu'on est. Voilà, encore une fois, merci. Merci pour cet enrichissement. C'est merci moi pour votre qui te présence. remercie, Nabil, et qui remercie l'ensemble de l'équipe de Gros Plan. Vraiment. Merci. Bah, je vais C'était un vrai le bonheur. faire. D'ailleurs, c'est le mot de fin. Alors, je remercie toute l'équipe technique, les caméramans, la réalisatrice au Studio 7, la script qui n'arrête pas de me dire, voilà, la script et toutes les personnes qui travaillent au Studio 7. Encore une fois, merci. Et à vous, chers téléspectateurs, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis